Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'homéostasie. Alors l'homéostasie c'est quoi? C'est un concept qui nous explique en fait que l'organisme est en équilibre. Ça veut dire qu'en fait on va avoir des paramètres physiologiques qui vont devoir être maintenus dans des limites. Donc que ce soit la température, que ce soit la glycémie, la volémie c'est le volume du sang. Donc tous les paramètres physiologiques vont devoir être maintenus dans des limites physiologiques particulières. Par exemple, regardez ici en abscisse, vous avez le temps et en ordonnée, vous avez la température et vous voyez qu'on a une oscillation de la température tout au long de nos journées qui va d'une valeur moyenne à 37 degrés vers des références inférieures et supérieures, des valeurs limites inférieures et supérieures à 36 et 38 degrés. De même manière, regardez ici pour ce qui est de la glycémie, avec en abscisse le temps à nouveau, les petits triangles représentent la prise de repas, les flèches des exercices physiques, et vous verrez que après chaque triangle, on a une augmentation de la glycémie, mais que cette glycémie va avoir tendance à baisser, et inversement, vous allez voir que après un exercice physique, on a une baisse de la glycémie, on a toujours un rebond vers le haut. Donc on a toujours cette notion d'équilibre, c'est-à-dire que si on a un paramètre qui monte, l'organisme va avoir tendance à le faire baisser, et s'il baisse, il va avoir tendance à le réaugmenter. Donc on a des oscillations comme ça. Et donc on peut définir l'homéostasie comme étant la capacité d'un organisme à maintenir les variables de l'organisme dans des limites physiologiques compatibles avec la vie. Et donc on parle bien de variables physiologiques et en aucun cas de constante, puisqu'au final on peut considérer qu'il n'y a aucune constante dans l'organisme. On va prendre l'exemple de la régulation de la glycémie, donc avec un organe assez extraordinaire qui est le pancréas. Le pancréas va être coincé entre le foie ici, que l'on observe là, et le tube digestif que l'on observe à ce niveau-là. C'est une représentation un petit peu plus précise. Donc on retrouve ici le foie. Le foie va entre autres synthétiser la bile qu'il va mettre en réserve dans une vésicule qu'on appelle la vésicule biliaire, et le canal cholédoque de cette vésicule ici va rejoindre en fait un autre canal, un canal du pancréas, et en fait ils vont tous les deux libérer leur sucre dans le tube digestif. Dans le tube digestif, on a des aliments qui arrivent, et ces aliments vont être attaqués par les selles biliaires et par le suc pancréatique. Et donc, ça nous permet de constater que notre pancréas a un rôle qu'on appellera un rôle exocrine. Son rôle exocrine, c'est libérer en fait des molécules vers l'extérieur pour participer ici à la digestion. Et c'est pas ce rôle-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Par contre, on va en parler pour une raison assez simple, c'est que ce même pancréas, en fait, il a un deuxième rôle. Il est exocrine, mais il est aussi endocrine. Le pancréas endocrine, eh bien, va intervenir dans un autre processus qui est le processus de la régulation de la glycémie. Et donc, on se retrouve avec un organe qui a deux fonctions, exocrine et endocrine. La fonction endocrine repose sur des hormones, alors que la fonction exocrine repose sur des enzymes qui sont libérées dans le tube digestif. Si on analyse le pancréas maintenant en termes de circulation sanguine, on voit qu'il reçoit un sang oxygéné, tout comme le foie reçoit un sang oxygéné et l'intestin aussi, et on voit que le sang qui repart du pancréas va systématiquement vers le foie, tout simplement parce que les hormones libérées par le pancréas endocrine vont pouvoir avoir un effet, avoir une cible potentielle qui est le foie. Donc les deux hormones qui vont nous intéresser vont toutes les deux agir, entre autres, parce qu'elles ont d'autres actions, entre autres sur le foie. On constate aussi que tout le sang de l'intestin va être systématiquement envoyé vers le foie. Donc, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre intestin va avoir du glucose, par exemple, qui va arriver, mais aussi d'autres nutriments qui vont rentrer dans le sang. Et puis, le foie, en fait, c'est un lieu de stockage du glucose. Le glucose va être stocké à l'intérieur du foie sous la forme d'une molécule
qu'on appelle le glycogène. Et donc en fait, notre foie est capable de faire ce qu'on appelle la glycogénogénèse, glycogène et glycogénogénèse, vous voyez que c'est la même racine, c'est la génèse de glycogène, donc la mise en réserve de glucose. Tout ça, ça se fait avec des enzymes particulières. Et il se trouve que certaines des hormones du pancréas vont agir sur cette capacité de mise en réserve. Donc si je résume, ce pancréas, si je le regarde au microscope, je m'aperçois qu'en fait il y a plusieurs types de structures. En jaune, en fait, ce sont des structures qui vont libérer un suc pancréatique dans le tube digestif, et donc on va être ici sur un rôle de digestion, et donc là on sera sur le rôle de pancréas exocrine. Et puis ici on a en fait des îlots. Bon, là c'est un seul îlot qui est représenté, mais il y en a plusieurs dans le pancréas. Et dans ces îlots, en fait, on va avoir des cellules qu'on va appeler des cellules endocrines. Et donc on est ici sur le rôle endocrine de notre pancréas, avec deux types d'hormones qui vont être libérées, l'insuline d'abord, et le glucagon, qui vont tous les deux intervenir dans notre processus de régulation de la glycémie. Ici, on retrouve une représentation de ces îlots avec les cellules qu'on appellera les cellules alpha. Les cellules alpha vont libérer le glucagon, et les cellules bêta vont libérer l'insuline. Avec un signal pour libérer le glucagon ou l'insuline, ce signal, ça sera la concentration en glucose dans le sang. Et donc on va voir que ces deux hormones vont avoir un effet inverse qui permettra justement d'avoir notre oscillation dont on parlait tout à l'heure pour l'homéostasie. Vous remarquerez ici, et c'est pour ça que j'ai pris ce schéma, que les gens qui ont un diabète de type 1 vont avoir des cellules bêta qui sont détruites, et donc il va y avoir au final une problématique puisque elles ne seront pas en capacité de libérer suffisamment d'insuline pour répondre aux besoins homéostasiques de notre organisme. Regardez ici, vous avez un graphique avec une personne non diabétique en haut avec une réponse à une hyperglycémie qui est suffisamment importante avec l'insuline, et donc qui permet d'avoir notre glucose qui reste dans des concentrations acceptables. A l'inverse, ici, chez une personne diabétique, eh bien, on a une quantité d'insuline qui est libérée qui est largement insuffisante et qui fait qu'on va avoir des hyperglycémies extrêmement importantes. Et dommageable, bien sûr, parce que l'hyperglycémie est quelque chose d'extrêmement nocif pour l'organisme, pouvant aller vers des effets cardiovasculaires, vers des problématiques aussi de cécité, par exemple, puisqu'on a des cellules qui seront très sensibles à cette surdose en glucose au niveau des yeux. Si je résume, vous venez de manger, dans votre repas il y a des glucides, donc on a une augmentation de la glycémie. Ce qui va activer les cellules bêta du pancréas, donc des cellules endocrines, elles libéreront de l'insuline, et cette insuline va au final limiter la glycémie et entraîner une baisse de la glycémie. Donc notre insuline est une hormone qu'on appellera hypoglycémiante. Donc si on a une augmentation de glucose, alors notre insuline intervient et entraîne une baisse de glucose dans le sang. Comment? En agissant sur des organes cibles qui sont le foie, le muscle et les tissus adipeux. Le tissu adipeux. Et donc le foie va être capable de mettre en réserve, imaginez-vous, 100 grammes de glucose, et le muscle 400 grammes. Ça veut dire qu'on a 500 grammes de glucides qui peuvent être stockés sous la forme de glycogène dans le foie et dans le muscle. Et ça permettra de revenir à un niveau de glycémie normal, qu'on parlera de normoglycémie. Alors, il n'y a pas de limite à stocker le glucose. On peut le stocker aussi sous la forme de lipides dans des tissus adipeux, et là il n'y a aucune limite. Donc gavez-vous de sucre, de toute façon
votre organisme ne le rejettera pas, il en fera du gras. Maintenant, lorsque vous êtes en situation de jeûne, donc ça fait quelque temps que vous n'avez pas mangé, vous avez une glycémie qui est basse, cela active les cellules alpha, elles libèrent du glucagon, et ce glucagon va avoir tendance à rehausser la glycémie, ce qui fait que le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Bilan, on a une rétroaction, puisque chaque fois qu'il y a une augmentation de glycémie, l'insuline entraîne une chute, et puis quand on a une chute, le glucagon entraîne une augmentation. Et donc on est bien dans cette notion d'homéostasie, avec un équilibre de notre glycémie autour d'une moyenne, et en cherchant à rester toujours dans des limites physiologiques. Alors on dépasse ces limites physiologiques après les repas, on a une augmentation, une hyperglycémie très forte après les repas, mais on la ramène toujours dans les limites physiologiques ensuite. Donc avoir une petite hyperglycémie, enfin avoir une hyperglycémie après un repas, ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est que ce ne soit pas comme ça toute la journée. Donc cet équilibre est atteint grâce à l'insuline hypoglycémiante ou glucagon hyperglycémiant en agissant sur des organes cibles, foie, muscles, tissu adipeux. Quel est le rôle du foie exactement dans la régulation? Alors ce foie, il est assez extraordinaire parce qu'il est capable de faire deux choses. Capter du glucose, de le mettre en réserve sous la forme de glycogène, et quand on a besoin de glucose dans les muscles, de relarguer son glucose et de redonner son glucose. Une fois, vous allez voir, il est donc capable de mettre en réserve et de redonner, alors que le muscle, lui, il va tout garder pour lui. Représentons le foie avec une cellule ici du foie, l'hépatocyte, et le sang. Dans le sang, on a du glucose. Le glucose rentre dans l'hépatocyte, mais il peut aussi regarder en ressortir. Ce glucose va être transformé en glucose 6-phosphate par une enzyme, mais on a aussi la possibilité de retransformer ce glucose 6-phosphate en glucose, et donc de voir du glucose ressortir dans le sang. C'est pour ça que je vous disais que le foie est capable de mettre en réserve et de restocker. Le glucose 6-phosphate peut donner du glycogène, ou alors peut tout simplement être utilisé aussi par le foie pour donner, on le verra plus tard, de l'ATP. Au niveau des muscles, vous voyez que les flèches ne vont que dans un seul sens. Un glucose qui rentre est un glucose qui sera piégé. Une fois qu'il est sous la forme de glucose 6-phosphate, il ne pourra plus utiliser les transporteurs de glucose membranaire. Quand on mange 100 g de sucre, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il est d'abord consommé à 37%, 20% au niveau du cerveau, 14% au niveau des muscles. Le reste est stocké, 13% au niveau des muscles, 28% au niveau du foie, et puis après dans différents endroits. Mais bien sûr, ne l'oubliez jamais, ce glucose ne sera jamais perdu puisqu'il sera stocké sous la forme de gras. C'est un principe physiologique qui date de la préhistoire, vu que s'alimenter est assez compliqué. Quand on a du glucose sous la main, on ne va pas le laisser repartir. Comment les hormones agissent sur les cellules cibles? Eh bien, elles agissent, comme on l'avait déjà expliqué, par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques. Vous avez des récepteurs spécifiques au glucagon et des récepteurs spécifiques à l'insuline. Si c'est l'insuline qui vient à être captée par notre cellule, eh bien vous constatez qu'en fait, c'est la glycogénogénèse qui est activée, et donc on met en réserve du glucose sous la forme de glycogène. Si par contre c'est du glucagon qui est perçu par la cellule, là c'est la glycogénolyse qui est activée, et donc on va piocher dans les réserves, ce qui permettra au niveau du foie de refournir en fait du glucose aux autres organes. On a le même principe pour les muscles, sauf que bien sûr le glucose ne ressortira jamais, comme on l'a dit, il sera utilisé sur place. Bilan. Eh bien, on a une oscillation créée grâce à deux hormones, insuline et glucagon, et puis une homéostasie qui est maintenue grâce justement à cette capacité qu'a l'organisme à ressentir la glycémie et à libérer des hormones qui vont agir pour maintenir cette glycémie dans les paramètres, dans les limites physiologiques. Je vous souhaite une très bonne journée.